C'est 23. Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Hey, bonjour tout le monde, bienvenue à une tasse de tech édition de la Saint-Patrick. Alain McKenna ici qui a des racines lointaines irlandaises, c'est pour ça que je dis Saint-Patrick, avec Pascal Forget. Salut Pascal! Bonjour Alain McKenna, content que tu sois là. Pareillement. Veux-tu qu'on salue les partenaires tout de suite pour notre saison? Microsoft et TELUS, deux gros de la technologie. Oui. Ben oui. Microsoft TELUS qui nous supportent. Sans eux, on ne serait pas là. Ouais. Et si vous aimez le café, la Jura E8, qui est une machine à café entièrement automatique, qui transforme du café en grains ou du café moulu en boisson caféinée ou pas, de votre choix, avec du lait, une quantité précise de lait, de café, d'eau. C'est assez fantastique. Il y a un filtre intelligent pour éviter l'accumulation de tartre dans la machine. Le nettoyage du bloc pour le lait est facile avec des petites enzymes qu'on met à l'intérieur. C'est vraiment fantastique. Il y a même une chute à l'arrière pour le café moulu, le petit déca de l'après-midi qu'on voudrait se faire ou le café spécial. Visitez la salle de montre Edica qui distribue les machines Jura au Canada, les machines Jura E8. Ça donne le goût de se prendre un café direct là. Ouais. Parlant de café, vous savez que la Saint-Patrick, la bière iconique, évidemment, c'est la Guinness. Si vous voulez acheter des bières qui sont très torréfiées, donc qui ont un petit côté, un petit goût qui rappelle un peu le café pour certains, il existe des excellentes stouts québécoises. Je vous dis ça comme ça en passant. Pour la fin de la journée, en ce jeudi ou en fin de semaine, si vous voulez prendre ça, évidemment, plus en mode printanier, parce que c'est un peu ça, en fait, l'origine de cette fête-là. On célèbre l'arrivée du printemps, là, qui est imminent d'un jour à l'autre. Je pense d'ailleurs qu'ils annoncent très chaud en fin de semaine, donc on va vivre ça à fond de train. Écoute, c'est une semaine chargée en actualité technologique. Et il n'y a pas de semaine qui passe sans qu'on entende parler de Bitcoin. Encore une fois, cette semaine, on en a entendu parler. Il y a toute une saga dans le monde des fournisseurs de services Internet là, en tout cas, qui va dans tous les sens. Mais là, on a un nouveau joueur, Oxio, qui est très ambitieux, qui vient de lancer. Ce sont les premiers fournisseurs de services Internet au Canada à offrir le paiement en Bitcoin, mesdames et messieurs. Oui, et sur leur site, j'ai trouvé très drôle comment ils ont des beaux arguments pro-crypto-monnaie, les beaux arguments qu'on entend toujours, qu'un nombre effrayant d'intermédiaires se prennent un pourcentage sur la plupart des transactions, que l'inégalité monétaire augmente encore et toujours à travers le monde. On sait que la crypto-monnaie est utilisée en Ukraine pour contourner les services bancaires qui sont fermés et tout. Et surtout qu'il y a près de 3 milliards de personnes qui n'ont pas accès à des services financiers. Et je trouve ça très particulier comme argumentation parce qu'on oublie que pour acheter des bitcoins, il faut payer une commission à quelqu'un. Pour transiger des bitcoins, il faut payer un pourcentage de sa transaction. Des fois, c'est plus gros que sa transaction, la valeur de sa transaction pour permettre, faciliter la transaction des crypto-monnaies. Donc, je trouve ça très drôle comme argumentation. Mais on peut payer. Ça se veut un fournisseur d'accès Internet Oxio très sympathique. Là, je vois la mise. Nous, on est cool, on est dynamique, on vous donne du service incroyable. Ils acceptent la crypto-monnaie. C'est très génération Z si j'avais à stratifier ça démographiquement. C'est juste pour la phrase que on est ton ami et on t'offre de l'Internet. Et ton ami, il paye en Bitcoin, effectivement. Mais c'est ça la vie en 2022, n'est-ce pas? On va tout de suite passer au segment actualité que je rappelle est présenté par l'infolette quotidienne InfoBref, toute l'actualité de la journée sans flafla, directement dans votre boîte de courriel 2 fois par jour, infobref.com, allez voir ça. C'est drôle, je réalise que je suis en train de... J'ai toujours cette manie d'avoir un crayon dans les mains, et là, je vais l'échapper, j'ai un stylet qui est le Apple Pencil, et je l'ai dans les mains parce qu'on va en parler plus tard. J'ai ici le nouvel iPad Air qui est la nouveauté, une des 3 nouveautés présentées par Apple la semaine dernière, là, dans sa conférence du 8 mars. Je suis un des chanceux qui a pu l'essayer depuis quelques jours et j'ai du bon et du moins bon à dire sur cet appareil-là. On en parle dans le 3e segment. Et toi, je vois que tu fais ton propre... c'est quoi ça? C'est de la matière organique broyée et séchée que j'ai faite avec un composteur de comptoir. Est-ce qu'on peut appeler ça du compost? Parce que ça a l'air assez... on va suivre ça. C'est presque appétissant, on dirait des céréales santé. Ça a une espèce de luzerne, effectivement. Et avant ça, puis c'est pour les gens, parce que quand on parle de produits Apple, c'est toujours des trucs qu'on dit, ça coûte cher. On a des conseils en milieu d'émission d'une jeune entreprise qui s'appelle Mobile Clinic, Klinik. On reçoit un représentant de cette entreprise qui propose et qui offre des solutions pour étirer la vie utile de ces produits ou pour échanger des produits usagés dans la mobilité, donc des sans-fil moins chers.
ou qu'on peut aussi utiliser plus longtemps. Donc, réduire, n'est-ce pas combattre un téléphone à la fois, cette fameuse obsolescence qui est ou qui n'est pas planifiée. Ça dépend des jours, ça dépend comment on fait, ça dépend où vous vous situez par rapport à ça, mais qui est effectivement très concrète. C'est-à-dire que les appareils électroniques vieillissent souvent très, très vite, plus qu'on le souhaiterait. On en parle plus tard. Pascal, est-ce qu'on se dote d'un antivirus virus russe, c'est drôle, ça. Ou est-ce qu'on devrait éviter les outils de sécurité informatique C'est une très bonne question. Est-ce qu'on t'a posé la question? On m'a écrit au début de la pandémie, quelqu'un me disait, pas au début de la pandémie, au début de la guerre en Ukraine. Au début de la pandémie, ça commence à faire longtemps. Ouais. Mais quelqu'un m'a demandé au début de la guerre en Ukraine, est-ce que je devrais continuer d'utiliser l'antivirus russe Kaspersky? Tu as raison, c'est très drôle, l'antivirus russe. Ouais. Ce matin, j'ai vu que le directeur des élections du Québec a choisi de ne plus utiliser l'antivirus Kaspersky. Ah bon? Que beaucoup de gens utilisaient, qui est un antivirus quand même performant, populaire, et c'est un antivirus d'un éditeur russe. Mais ce qui était bien, c'est que c'était des gens du KGB, formés par le KGB qui étaient derrière ça. Et on se dit, s'il y a quelqu'un qui sont bons dans l'antivirus, c'est peut-être quelqu'un qui connaît les méthodes russes de piratage et tout. Donc, si on se dit que l'entreprise n'est pas dirigée par l'État, qu'elle est indépendante vraiment, ça peut être un joueur intéressant. Ouais. On a appris aussi cette semaine que l'agence allemande BSI a mis en garde contre l'utilisation du logiciel russe, donc qui pourrait être utilisé pour des attaques informatiques. Et ça, que ce soit volontairement parce que les patrons de la boîte sont complices ou encore parce qu'ils sont forcés de le faire. Ça peut être ça. À un moment donné, si c'est un fusil sur la tempe et qu'on te dit utilise ton logiciel, ça se peut que ce soit... C'est un bon argument, oui. C'est un bon argument. Donc, Eugène Kaspersky, le créateur, moi, c'est drôle de savoir que, tu sais, il y a un monsieur Eugène Kaspersky qui a étudié dans une école du KGB, les services secrets russes. Il aurait déjà eu le FBI comme client. Je trouve ça très particulier. Encore une fois, quand on a une expertise, il doit en connaître beaucoup sur les méthodes russes et c'est peut-être pour ça qu'il a collaboré avec le FBI. Et le logiciel Kaspersky a été banni des États-Unis en 2017 en raison justement des risques, ayant accusé Kaspersky d'avoir des liens avec les présidents, avec la... Comment? Pas les présidents. Je dirais l'oligarchie, mais peut-être avec la hiérarchie, le système, le gouvernement russe. Merci. Merci, Alain. Je pense que je suis dû pour un autre café avec ma machine Jura 8. Et l'Union européenne, depuis 2018, recommande de ne pas utiliser le logiciel. Donc, la recommandation pour être en sécurité, de ne pas utiliser le logiciel Kaspersky. Beaucoup de gens vont dire lequel je dois utiliser. Moi, je trouve que Windows Defender fait très, très bien le travail, très bien intégré dans Microsoft et puis il est gratuit. Alors, cassez-vous pas la tête, désinstallez Kaspersky et puis utilisez le logiciel de Microsoft antivirus. Appliquer les meilleures pratiques, éviter les pièces jointes inconnues, les fichiers HTML qu'on vous envoie par courriel, c'est toujours un peu très suspect. Donc, évitez de vous contaminer. Vous n'aurez pas besoin d'un antivirus tiers, third party. C'est ça. Au-delà de ce qu'offre aussi déjà en partant Windows ou même macOS, qui est quand même pas non plus à l'épreuve des risques, n'est-ce pas? Moi, j'ai une petite nouvelle d'ordre business, entreprise industrialo-techno-montréalaise. Parce que, et c'est quand même une nouvelle intéressante parce que Twitter a annoncé plus tôt cette semaine qu'ils ont annoncé qu'ils débarquaient entre guillemets au Québec. Évidemment, on a déjà accès à Twitter, là, la question n'est pas là. Mais l'entreprise comme telle a annoncé un partenariat avec le Centre de recherche en intelligence artificielle Mila Québec. On a déjà reçu des gens de Mila à une tasse de texte. Si vous voulez aller voir ce qu'ils font, ça se fait. Mila Québec regroupe, en fait, je pense que c'est au-dessus d'une centaine de chercheurs spécialisés dans des secteurs d'intelligence artificielle qui, normalement, devraient aider non seulement Twitter, mais pourrait aussi aider d'autres plateformes sociales à identifier et prioriser les différents contenus qui sont partagés par les utilisateurs sur leurs plateformes respectives. Évidemment, on parle beaucoup de TikTok, de Facebook et de tout ça. Puis dans le contexte de la guerre, on en parle encore, on n'a pas le choix, de la guerre en Ukraine, la désinformation, les fausses nouvelles qui sont partagées sur ces réseaux-là sont quand même assez importantes. Et il y en a aussi sur Twitter. Et c'est un défi de tous les jours pour ces plateformes-là de repérer et de masquer, ou en tout cas d'éliminer la fausse information. Ce que fait le Mila Québec, c'est assez intéressant. Ils sont spécialisés en apprentissage machine, donc qui est un outil de développement d'intelligence artificielle
où la machine elle-même s'améliore à mesure qu'elle voit du contenu en grande quantité. C'est vraiment une question de méga données. Ils ont aussi un truc, et ça, c'est très montréalais, ils ont une spécialité du côté de la reconnaissance du langage naturel. Donc, c'est la façon dont on s'exprime naturellement ou dont on écrit, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Ça, les machines, normalement, et ça fait au moins 25 ans qu'il existe des logiciels qui essaient de reconnaître ça et qui ont tout plein de misère. Mais il y a une nouvelle génération d'applications comme celles qui sont développées ou en tout cas qui sont étudiées par les MILA qui font quand même beaucoup mieux. Et ça permettrait à mon avis, en tout cas pour Twitter, de faire deux choses. Évidemment, en partant de trouver ce qui est, de catégoriser mieux le contenu pour le prioriser en fonction des intérêts des gens. Ça, c'est utilitaire, à la limite ludique et le fun. Mais aussi d'identifier, et c'est là où ça serait intéressant vraiment que ce soit appliqué rapidement, d'identifier ce qui sont les fameux faux comptes. Il y en a beaucoup, des bots, entre autres, là, qui font juste répéter ou réagir à des sujets spécifiques pour, disons, diriger la conversation vers une conclusion qui n'est pas toujours celle qu'on veut, évidemment. Et il y a beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux à cause de ce phénomène-là. Et alors, si on peut utiliser des outils technologiques pour limiter cette prolifération-là d'autres tests électroniques ou numériques ou peu importe, ce sera tant mieux. Et ce qui est le fun dans ce cas-ci, c'est que ça va être développé à Montréal. C'est quand même pas rien. Il y a beaucoup de développement. C'est drôle parce qu'on en parle en bien et en moins bien, mais beaucoup encore d'actions de l'intelligence artificielle à Montréal. Ça commence à bouger. C'est intéressant. Ça va être d'ailleurs, on va revenir là-dessus parce qu'il va y avoir beaucoup de développement dans les prochaines semaines encore dans ce créneau-là. Parlons un peu de Netflix, Pascal. Oui, le service teste une nouvelle formule qui tient compte du fait que beaucoup d'utilisateurs partagent leur compte avec des gens qui ne vivent pas dans le même foyer. Ah oui, c'est ça, vrai c'est un que classique Netflix offre un depuis compte. toujours. C'est un classique. J'ai un compte d'un service. Mon ami a un service autre et on s'échange nos mots de passe et on regarde le contenu des deux. Je trouve ça très particulier parce que je trouve que des forfaits à 16 par mois, 20 par mois, c'est moins qu'un billet de cinéma. Je trouve que ce n'est pas très cher. Évidemment, beaucoup de gens vont dire oui, mais ça s'accumule. Si on veut être membre, ça devient. En même temps, c'est des gens qui payaient 200 pour le câble il n'y a pas si longtemps. Donc, je me dis peut-être que ça revient quand même moins cher qu'avant. Beaucoup de gens aussi ne comprennent pas qu'un compte familial, ça ne veut pas dire que c'est plusieurs adresses, que ça veut dire plusieurs écrans en même temps. Ça veut dire que papa, maman et les enfants peuvent regarder des programmes en même temps dans le même foyer, pas nécessairement dans plusieurs adresses. Donc, on a fait des tests au Chili, au Costa Rica et au Pérou. Une formule qui permet d'ajouter des sous-comptes à son compte. C'est un petit peu plus cher, mais c'est des comptes qui ont leur propre identifiant et leur propre mot de passe et qui peuvent, et ça, je trouve ça super intéressant, qui peuvent s'émanciper en gardant l'historique des visionnements. Oui, ils peuvent quitter. Si tu as des adolescents, par exemple, à la maison, tu peux leur donner leur propre compte. S'ils sont, par exemple, en appartement, ils peuvent à un moment donné dire, ben là, papa, tu arrêtes de me payer mon compte, maman, tu arrêtes de me payer mon compte, je prends ma responsabilité. À ce moment-là, la personne peut avoir son propre compte et le partager avec ses enfants qui, un jour, vont quitter le foyer, vont aller dans une autre adresse. Donc, ça va permettre de légitimiser cette utilisation-là, donner un peu plus de sous à Netflix pour des utilisateurs multiples. C'est très drôle parce qu'en 2016, le CEO de Netflix, Reed Hastings, il y a un nom tellement d'acteurs porno. Oui. C'est drôle, j'aurais pas pensé à ça. Reed Hastings. Il me semble que ça fait... c'est pas très américain, en tout cas. C'est très, très... donc, il voyait que le partage de comptes était une chose positive. En 2016, il trouvait ça très cool, mais il y avait moins d'utilisateurs à ce moment-là. Il y en avait 90 millions. Maintenant, le nombre d'abonnements aux États-Unis stagne autour de 75 millions seulement aux États-Unis. Donc, ça stagne un peu. Et là, ce qu'ils veulent faire, c'est peut-être tenter, trouver des solutions pour faire payer un peu plus à ceux qui partagent un peu trop librement leurs comptes avec leurs amis. Encore une fois, ce n'est pas aux États-Unis tout de suite, ce n'est pas au Canada tout de suite. C'est une solution qui n'est pas super invasif encore pour l'instant. Il n'y a pas de géolocalisation des utilisateurs, mais ça pourrait être une façon de stimuler la bonne foi des utilisateurs qui partagent avec des gens qui peuvent à un moment donné dire déjà de base, sur Netflix, c'est limité, je crois, à 2 écrans simultanés. Donc, il faut vraiment payer de plus en plus cher pour avoir... J'ai une famille et nous sommes tous dans la même maison et même ça, on est limité par l'imposition, les limites imposées par les forfaits de base chez Netflix, évidemment. Exactement. Et toi, tu veux parler de Microsoft qui adapte sa suite Office à la réalité du travail hybride. Tu sais que je donne la formation sur Microsoft 365 on the side. Ben voilà, alors tu pourras renforcer cet argument parce que plus tôt cette semaine, Microsoft a présenté des nouveautés sur Teams, sur Office, sur ces outils, évidemment, qui sont de plus en plus infonuagiques. Parce que pendant 2 ans, on a eu beaucoup de télétravail et là, les gens reviennent progressivement à leur lieu de travail original, entre les gens qui étaient déjà en télétravail.
Et de plus en plus, en fait, et ça, c'est la partie peut-être le fun de la patente, c'est qu'on va pouvoir travailler en mode hybride plus facilement, c'est-à-dire une partie de la semaine à la maison, une partie au bureau. Mais ce que ça provoque, ça provoque par exemple des rencontres d'équipe où il y a des gens qui sont à distance, il y a des gens qui sont en place, sur place, au bureau. Et parce que Microsoft a beaucoup profité des dernières 2 années pour pousser de l'avant ses outils. On parle surtout à Teams et Outlook. Le Teams, écoute, personne à peu près connaissait ça il y a 2 ans et demi. Et là, tout le monde à peu près l'utilise sur une base au moins hebdomadaire. Et là, pour ne pas tomber dans l'oubli, donc, Microsoft est un petit peu plus proactif cette fois-ci. Il arrive avec des outils en prévision de, donc du mode de travail hybride. 2 petites modifications. La première, c'est dans Outlook, c'est-à-dire qu'on peut désormais répondre aux invitations dans le calendrier, dans l'agenda, en disant qu'on va être absent ou présent, c'est-à-dire présent en personne ou présent virtuellement. Donc, les organisateurs, les gens qui planifient, peuvent savoir combien de personnes vont être sur place ou par vidéo. Et du côté de Teams, bien évidemment, on ajuste la façon dont les vidéos et les nouveaux participants sont intégrés à une conférence qui a déjà lieu. On va par défaut couper le micro parce que quand des fois les gens arrivent puis ils sont en train de parler puis il y a du bruit puis ça crée de la distraction. Ou alors, parce que c'est pas toujours évident comment sont priorisés les gens qu'on voit dans la vue en mosaïque là, sur ces outils-là. Là, ce qu'on va faire, c'est que les gens qui arrivent en retard après l'heure de début vont être recalés au fond en bas de liste, donc ils ne seront pas à l'avant-scène, donc on ne verra pas des nouvelles personnes apparaître. Tout d'un coup, faire wow! Et s'ajoute à ça une fonction pour les présentateurs où on va, même en mode plein écran, quand on partage une présentation plein écran, on va voir en bas de l'écran qui sont, on appelle ça front row en anglais, donc première loge, première rangée. On va voir des gens qu'on sélectionne pour savoir un peu comment réagissent les gens à l'autre bout de la conversation. Il y a un autre truc, parce qu'évidemment, il y a une offre matérielle associée à ça. Vous savez, Microsoft offre une espèce d'énorme téléviseur, là, le Surface Hub, qui coûte une fortune. Et ils ajoutent à ça un accessoire qu'on peut probablement brancher ailleurs aussi, qui s'appelle la Surface Hub 2 Smart Camera. C'est vraiment un nom super long, mais c'est une webcam qui fait ce que font bien d'autres caméras maintenant. Elle va se cadrer intelligemment sur là où se trouvent les bonnes personnes, dans le fond. Donc, en deux étapes, elle va cadrer spécifiquement sur quelqu'un qui parle, s'il y a quelqu'un qui parle, et sinon, elle va cadrer sur là où se trouvent les gens. C'est-à-dire que s'il y a des gens juste d'un côté d'une table, ça va resserrer sur cet espace-là. S'il y a des gens éparpillés, elle va cadrer plus large, mais c'est pour éviter qu'on ait une espèce de cadrage extrêmement large où on voit une grande pièce, puis 2 personnes dans le coin en bas à gauche, toutes petites, ce qui est quand même pas bête. Donc, ça va être intégré au fil des prochaines semaines dans la suite Office. As-tu une idée combien il est? Ça n'a pas été spécifié encore. J'ai hâte de voir. C'est un appareil qui s'adresse aux entreprises. Là, c'est vraiment dans la section outils pour entreprises du site de Microsoft que ça va être présenté. Donc, j'imagine que ce ne sera pas une caméra à 99 $. Non, c'est ça. C'est plus que ça. Moi, j'ai vu quelque chose comme 699 $. Pour te dire, la Surface Hub 2, je la vois ici, elle est 219. Donc, c'est une webcam qui ressemble beaucoup à celle d'Apple, tube d'aluminium. Comment ça s'appelait la première webcam d'Apple? Vraiment, vraiment jolie. Oui, je ne me rappelle plus, mais toutes les récentes Livecam, ou je ne sais pas comment ils les appellent chez Microsoft, avaient cette allure-là très cylindrique, effectivement. Mais effectivement, on voit ça va devenir une tendance et ça va être intriguant de voir comment les différents outils logiciels vont être intégrés à ça. Mais ces caméras-là qui font du travail du traitement vidéo, du cadrage, comme un petit peu, si tu avais un caméraman derrière ta caméra, ça s'en vient de plus en plus courant. Donc, préparez-vous à ça. Alors voilà, c'était l'actualité de la semaine. Pascal, on prend une mini pause, ne serait-ce que pour remontrer notre logo, parce qu'il est pas mal cool, notre logo. Et on revient dans un instant avec Amadou Barry de Mobile Clinic pour parler de comment on peut réduire nos coûts de sans-fil en prolongeant la vie utile de nos appareils ou en achetant usagé. Restez avec nous, on revient dans une seconde. De retour à Une tasse de tech avec Alain Mekena et Pascal Forget. Et nous sommes de retour à Une tasse de tech. Vous savez, on a à cœur, n'est-ce pas, les finances personnelles de nos auditeurs parce que tout est affaire d'argent dans les technos parce que les choses coûtent cher. C'est vrai que les choses coûtent plus cher. Il me semble que le spectre des prix dans les différents appareils informatiques depuis quelques années s'est rétréci, s'est relevé vers le haut parce que tout coûte cher. Il y a des outils, il existe des solutions, évidemment, pour contrer ça. Une de celles-là, c'est de ne pas acheter l'appareil le plus récent, le plus neuf, le plus équipé à tous les ans, évidemment. Donc, étirer la vie utile de ces produits. Il y a un marché de l'occasion, il y a un marché de la réparation, il y a plein de choses qui sont possibles d'être faites. Et pour en parler, on a avec nous Amadou Barry, qui est le directeur régional de l'Est du Canada pour une entreprise qui s'appelle Mobile Clinic. On a déjà parlé de Mobile Clinic ici à Une tasse de tech. Pascal, tu te rappelles, je pense qu'on en a parlé l'année dernière, mais on n'a jamais eu l'occasion de parler avec les gens de Mobile Clinic. Alors là, on l'a. Monsieur Barry, bonjour. Bonjour.
Merci d'être avec nous. Parlez-nous un peu exactement de ce que vous faites chez Mobile Clinic, parce que c'est quand même c'est assez pertinent là, pour les gens qui veulent payer moins cher pour leur téléphonie et tout ça. Là. Mais en fait, ce qu'on fait, c'est très simple. Pour répondre aux besoins des consommateurs, nous avons évolué au-delà de la réparation. Ce qu'on a voulu faire, c'est réinventer comment est-ce que les gens utilisent leur téléphone. Donc, on ne veut plus permettre aux gens de juste jeter leur téléphone ou acheter un téléphone neuf. On veut leur acheter, de vendre, de réparer et de se connecter. Donc, on offre une solution tout en un. Donc, les clients choisissent parmi une grande sélection de téléphones, d'appareils remis en marché, certifiés et qui sont de qualité supérieure et protégés par une garantie d'1 an. Ils peuvent vendre aussi leur téléphone mobile pour de l'argent. Ils peuvent venir réparer chez nous. Toutes les réparations sont effectuées par des techniciens certifiés qui prennent habituellement moins d'1 heure. Et ils peuvent se connecter chez nous aussi. Donc, ils peuvent avoir TELUS et Koodo chez nous sans problème. Ah oui. Ah oui, c'est ça, parce que Mobile Clinic est associé évidemment au groupe TELUS. Oui. Est-ce qu'il y a une idée des prix, des coûts, des économies qui sont possibles d'être faites justement en échangeant un téléphone qu'on a et qu'on veut nécessairement renouveler par un téléphone qui est reconditionné, par exemple? Oui, certainement. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Pour éviter d'avoir les téléphones dans un site d'enfouissement, on a voulu faire une offre en donnant aux clients un nouveau crédit de durabilité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On leur donne la chance d'économiser 5 $ sur leur facture lorsqu'ils activent chez nous. On donne 30 $ de rabais sur le prix d'un appareil d'occasion ou réparé chez nous lorsqu'ils activent chez nous. Donc, ils se connectent chez nous, on leur donne des rabais comme ça. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils peuvent aussi ramener leur téléphone, on les rachète et on leur donne un téléphone remis à neuf, beaucoup moins cher. Beaucoup moins cher que le marché. Donc, c'est à peu près le tiers du prix de ce qu'ils vont payer pour un téléphone neuf. Ah oui, donc on sauve les 2 tiers du prix d'un téléphone juste en achetant un téléphone qui est reconditionné. Est-ce que ce sont des téléphones comme de la dernière année? C'est quoi le genre de téléphone que vous offrez dans ce contexte-là? Ils vont trouver toutes sortes de gammes. On a les iPhone 11, les iPhone 12. Il y a le 13 qui s'en vient bientôt. Les gens peuvent... Écoutez, on a des gens qui viennent, qui achètent un téléphone tout neuf, qui ne l'aiment pas et qui l'amènent chez nous et qu'on les rachète et qu'on les revend aux clients. Donc, ils peuvent trouver un iPhone 13 tout récent chez nous. Ils peuvent trouver un S20, un S21, un S22 de Samsung. Ils peuvent trouver des S9, des S7. Il y a des téléphones qui sont sortis sur le marché depuis plusieurs années, mais il y a aussi des téléphones plus récents qu'ils peuvent acheter chez nous. OK? Et ça va leur coûter cher. Et c'est des téléphones garantis 1 an. OK? Et lorsque nous remettons les téléphones en conditionnement, lorsqu'on les remet à neuf, on utilise des pièces d'origine. Okay? Oui, c'est un détail important, effectivement. Ben oui. Ouais. On utilise des pièces d'origine dans les appareils. Donc, honnêtement, lorsque vous prenez, la plupart du temps, lorsque vous prenez un téléphone de grade A, par exemple, vous ne pouvez pas faire la différence entre ce téléphone-là et un téléphone tout neuf sorti de chez un fournisseur de services. C'est quand même assez important. Est-ce que, donc, le téléphone qu'on rapporte en échange d'un autre téléphone, celui-là aussi, vous le récupérez, vous le reconditionnez, puis vous le remettez en circulation ensuite. Donc, vous minimisez, dans le fond, les déchets en même temps. Oui, c'est ça. Nous ne voulons pas que les téléphones soient jetés dans des sites d'enfouissement. Donc, ce que nous faisons, si vous ramenez un téléphone chez nous, on le remet et on le revend. Par contre, si vous activez chez nous, c'est-à-dire que si vous vous connectez chez nous, vous prenez une ligne chez nous, ce qu'on va faire, c'est que sur votre facture, on va vous donner un rabais de 5 $ par mois sur votre facture, pendant toute la durée que vous avez le téléphone. Et là, on ne parle pas d'un réseau reconditionné, c'est le réseau 5G, le meilleur réseau qui est disponible pour l'appareil. Là. C'est ça. Ça fait quand même une différence. Je serais curieux, je ne sais pas si vous avez ce genre d'informations-là.
parce que, évidemment, quand on parle d'un téléphone, nous, ici, on fait souvent des essais de téléphones neufs, évidemment. Et les fabricants nous parlent un peu de comment ils voient, eux, le cycle de vie de leur téléphone. Et généralement, c'est 3 à 4 ans. Là. Ils espèrent que les clients qui ont acheté un téléphone il y a 3 ans, souvent reviennent pour un téléphone neuf. Les téléphones que vous recevez de vos clients, est-ce qu'ils vous donnent une idée si effectivement c'est à peu près ça, la durée de vie moyenne d'un téléphone, ou ça peut être plus long que ça? Mais écoutez, ça peut être plus long que ça. Et ça peut être beaucoup plus long que ça. On a des gens qui reviennent parce que leurs téléphones ont été gâtés par de l'eau. Il y a des gens qui viennent parce qu'ils n'aiment plus leur téléphone. Ils trouvent ça trop compliqué, par exemple. Ils ramènent le téléphone pour qu'on les rachète et qu'on leur donne un moins compliqué. Ça dépend de l'âge. Ça dépend de l'utilisateur. Comment ils utilisent leur téléphone. Mais ce qu'on trouve en ce moment, c'est que 41% des Canadiens envisagent l'achat d'un téléphone remis en marché. OK? En mentionnant le coût et les avantages environnementaux comme principale raison qui guiderait cet achat. OK? Seulement 6% de la population a acheté un téléphone usagé au cours des 3 dernières années, mais on voit que 66% des Canadiens ont choisi d'acheter un nouveau téléphone intelligent. OK? La majorité des Canadiens, 54% qui ont acheté un nouveau téléphone au cours des 3 dernières années, on voit que 76% de ces gens-là préfèrent faire réparer leur téléphone. Ouais. OK? Donc, ils viennent faire réparer leur téléphone. Donc, on voit toutes sortes de gammes de téléphones. Ben oui, j'allais vous demander parce que, pour ce que je connais, pour mon expérience personnelle, les gens qui changent de téléphone, évidemment, souvent, c'est parce que le téléphone est vieux. Et là, je te dis vraiment 5 ans et plus, mais des fois, et généralement, c'est parce qu'on l'échappe et l'écran se fracasse. Oui. J'ai l'impression que c'est le principal problème avec les téléphones intelligents, c'est que les écrans sont trop fragiles et c'est pour ça, c'est comme c'est un mécanisme, n'est-ce pas, dans le renouvellement prématuré des appareils. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez de votre côté aussi? On le voit tout le temps. Et la beauté de la chose, c'est ceci. Lorsque vous venez avec un écran fracassé, on vous donne l'écran d'origine. Si vous voulez payer pour, sinon, on a d'autres écrans qu'on peut vous proposer. Mais la chose la plus importante à savoir, c'est que une fois que vous changez l'écran, nous allons vous proposer des accessoires complémentaires pour protéger votre appareil, comme le case, OK? Et aussi, il y a l'écran protecteur. Vous achetez l'écran protecteur chez nous et pour la durée de l'appareil, chaque fois que vous voulez changer l'écran protecteur que vous achetez à 30 $ ou à 40 $, on va vous le changer chaque fois que vous en avez besoin pour 10 $ seulement. Ah oui, quand même. Donc, il y a possibilité d'avoir un protecteur toujours pratiquement neuf pour moindre coût. Là. C'est ça. Donc, à moindre coût. Donc, chaque fois que vous revenez chez nous et que vous voulez changer votre écran protecteur, au lieu de vous coûter 39,99 ou 29,99, vous allez l'avoir à 10 $ seulement. C'est quand même pas mauvais. C'est pas mal moins cher qu'un téléphone neuf. C'est ça. Nous vous offrons une solution tout en un à chaque fois. C'est pas banal. C'est drôle parce que, évidemment, les fabricants font des téléphones, Samsung et Apple particulièrement, des téléphones qui sont le fun à avoir sans étui parce qu'ils sont très, très beaux, mais ça les rend beaucoup plus fragiles. Donc, juste un protecteur d'écran, juste l'espèce de film qu'on colle sur l'écran, c'est déjà une bonne façon d'éviter parce que c'est le morceau, évidemment, le plus fragile de tout l'appareil. Et ce sont des écrans aussi qui protègent bien l'écran et on vous garantit que l'écran ne va pas se briser avec ce qu'on vous offre. Ouais. Vous pouvez avoir un écran, un filtre mat ou clair qui va vraiment protéger l'appareil. De gros plus. Il y a des programmes de recyclage qui sont tranquillement mis en place par Apple, Samsung et tout ça. Il y a aussi des programmes d'aide à l'achat où si vous ramenez votre ancien appareil, ils vont les reprendre et vous donner un rabais. Ce que vous offrez, vous, c'est peu importe le fabricant, vous offrez ce même genre de service-là déjà. Est-ce que les montants sont substantiels? Quand on ramène un téléphone, quel genre de montant on peut s'attendre à recevoir? Mais absolument. Avant de vous parler de montant, je vais vous dire quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, si vous téléchargez l'application de Mobile Clinic, vous pouvez savoir ce qui ne va pas avec votre appareil. L'appareil peut diagnostiquer, l'application peut diagnostiquer votre appareil. Vous pouvez savoir exactement pourquoi votre appareil ne fonctionne plus. Okay? Ah oui, mais déjà, c'est un bon truc, ça. Ouais. Oui.
non seulement cela, l'application peut vous dire combien votre appareil, combien nous allons l'acheter chez nous si vous venez. On vous donne le prix avant que vous arrivez chez nous. OK. OK, sur l'application, parce qu'on fait le diagnostic total. Et non seulement ça, on vous montre le mobile clinique le plus proche de votre localisation. Ben oui, naturellement. Il faut attirer les gens. Mais c'est vrai que Pour c'est ça, un bel il faut outil. Pour ça, il faut que le téléphone fonctionne, par exemple. Si l'écran est fracassé et qu'on ne voit plus rien ou qu'il a tombé dans l'eau, ça se peut que ce soit plus difficile, mais j'aime beaucoup l'idée de pouvoir voir le diagnostic comme ça. Mais si, par exemple, vous voulez vous débarrasser de votre appareil parce que vous en voulez un plus récent et que vous voulez le vendre, vous pouvez juste lancer l'application et on va vous dire combien ça va vous coûter. J'ai eu une personne qui m'a dit « Hey, j'ai un S20 que je veux vendre et vous m'avez offert $525 pour. Je trouve ça très intéressant. Je vais venir vous voir. » Ouais. Ben, c'est une belle offre parce que c'est drôle, je fais le parallèle avec le marché des voitures d'occasion. Il y a un marché pour les téléphones d'occasion, puis effectivement, il y a possibilité d'étirer la vie utile. C'est un cycle de commercial entier qu'on sous-exploite ou qu'on méconnaît. Puis là, vous l'offrez. Puis c'est drôle, l'application mobile, je l'apprends. C'est intéressant comme concept de pouvoir savoir d'avance sans avoir à aller visiter déjà le commerce, quel genre de problème on peut avoir ou quel genre de valeur a notre téléphone. C'est une bonne façon de se faire une idée aussi si on a besoin ou pas de le remplacer en plus. Donc, c'est doublement intéressant. L'application, donc, j'imagine, c'est littéralement Mobile Clinic, son nom. Oui, et puis, oui, c'est ça, c'est Mobile Clinic. Et puis, vous allez le voir dans Apple Store ou bien dans Google Store. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que non seulement vous allez avoir toutes les informations dont vous avez besoin avant de venir chez nous, mais vous allez recevoir un excellent service en magasin. Ben, surtout que les magasins sont maintenant ouverts officiellement sans trop de contraintes, donc c'est une bonne nouvelle. Mais ce que vous devriez savoir aussi, c'est que nous sommes en train d'actualiser le look des magasins. Okay. Vous allez voir, nous sommes en train de rénover tous les magasins en ce moment à travers le pays. Donc, cette transformation vise à renforcer notre position unique de leader et de destination de référence. Oui. Les gens qui sont curieux peuvent aller aussi sur votre site web, j'imagine. C'est mobileclinic.ca. Oui, mobileclinic.ca. Et puis, écoutez, si vous êtes quelqu'un de très occupé et que vous n'avez pas le temps juste de venir, vous pouvez prendre rendez-vous aussi sur notre site. Ah bon, on peut déjà, on a tous les outils, là, effectivement. Oui. Ah, c'est bon. Ah, c'est cool. Ben, écoutez, on passe l'information. Définitivement, les gens qui ont un téléphone qui se demandent est-ce que je devrais le changer ou pas peuvent toujours commencer par s'informer avec vos outils en ligne. Très intéressant. On va suivre ça de très près. Amadou Barry, directeur régional de l'Est du Canada pour Mobile Clinic. Merci d'avoir été avec nous. Très intéressant. Merci beaucoup. Merci de m'avoir été chez vous. Je suis très content d'avoir fait cette émission. Nous aussi, on est content de vous avoir reçus. Nous, on prend une mini pause et on revient avec nos essais de produits tout de suite après ceci. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Bonjour tout le monde, nous sommes de retour à Une tasse de tech pour le 3e et dernier, mais non le moindre, segment de Une tasse de tech de cette semaine. Pascal, je te laisse présenter notre commanditaire. Oui, on voudrait remercier Microsoft, TELUS et Jura qui sont nos partenaires du podcast, mais aussi l'entrevue de la semaine qu'on a oublié de présenter, qui est une présentation de GoDaddy.ca. GoDaddy, qui est un moyen facile et professionnel de créer un site web pour ses besoins. Vous avez envie d'un site web, vous voulez un site web, vous voulez vous brainstormer sur un site web, allez sur GoDaddy.ca. Ils ont tout ce qu'il faut pour vous. GoDaddy.ca. Merci beaucoup. Voilà. On parlait, c'est drôle parce que je vais faire un lien, on parlait de téléphone reconditionné et recyclé tout à l'heure. Et là, on va parler de recycleur de matière organique, si je pouvais faire le lien, c'est ce que je dirais. Tu as essayé un bidule qui est pas mal cool. C'est drôle parce que je confonds, c'est une petite mode dans les produits. Il y a vraiment une tendance là-dessus. Une espèce de composteur de comptoir pour la cuisine. Parle-nous un peu de ton appareil. Oui, c'est quelque chose que je voulais essayer depuis longtemps, c'est le composteur Lomi.
C'est un truc qui est gros. Et là, c'est drôle parce qu'il faut que je le dise tout de suite. C'est un truc qui est gros. Dans les vidéos, on voit que ça a certains volumes, mais quand on le reçoit, on se rend compte que c'est très lourd et très gros. C'est Ouais. quelque chose qui est plus gros qu'une boîte à pain, C'est drôle, une qui est, poubelle, qui est plus finalement. gros. Écoute, c'est plus gros qu'un toaster Ah et oui, c'est plus par petit beaucoup. qu'un micro-ondes. C'est vraiment un gros appareil à mettre sur son comptoir. Imaginez une énorme mijoteuse et c'est lourd et c'est pesant. Ça peut Mais se ce faire que d'aller ça au fait, sol à côté, non? Il me semble que ça m'apparaît plus logique, à côté du comptoir par terre. peut-être par terre à côté du comptoir, mais il faut y déposer ses déchets organiques. Donc, on peut y mettre tous ces déchets de table, évidemment. On peut même y mettre du bioplastique. Donc, si Oh! on a des trucs, des emballages de fruits, certains, on indique dessus, sont biodégradables. On les met dans un seau qui est à l'intérieur de l'appareil. Je le montre Ah, pour ceux c'est qui nous regardent littéralement sur une YouTube chaudière, oui, ici. effectivement, en C'est plastique. une chaudière, carrément, Mhm. la taille et le volume qu'on imagine d'une moyenne chaudière, pas la Un plus petite, seau, pas la plus ouais. grande, un seau. C'est en métal, c'est solide, c'est une machine bien construite, c'est pas cheap, c'est bien fait. Et ce que ça fait, c'est que ça va transformer ces déchets de table, et là je parle de pelures, d'épluchures de pommes de terre, Ouais. Est-ce que de les jus os on peut d'orange, mettre des os de poulet là-dedans? des os, des petits os, il y a des trucs comme ça, il y a plein de petites consignes. On ne peut pas mettre entre autres de mégots de cigarettes, il y a un Ah paquet de oui. trucs là, qui sont indiqués qu'on ne peut pas mettre. Il faut couper les trucs qui sont trop gros, par exemple les pots d'avocat. On pourrait les couper pour que ce soit plus petit, ce qui, à mon sens, ça enlève un peu de l'intérêt du produit. Ça devrait. Et ce que ça fait en quelques heures, en 3 à 20 heures, selon le mode désiré, selon le volume de matière qu'on a à l'intérieur, ça va le transformer en espèce de c'est décrit comme du compost dans certains trucs, mais ce que ça fait, c'est une espèce, ça déchiquette et ça Ouais. assèche C'est notre pas un matière. compost très, très fin, là, en fait. C'est pas un compost, c'est pas organique, c'est sec, c'est quelque chose qui ressemble plus à du paillis. Imaginez du Mhm. paillis très, très fin. Je serais pas gêné de remplir un pot de fleurs avec ça, mais ça ne ressemble pas vraiment à de la terre. On voit encore un peu les matières qu'on a mis à l'intérieur. Si on a des trucs, Ouais. des fruits oranges, on voit encore les fruits oranges. Si on met du marc de café, j'ai mis quelques mouchoirs pour essayer. Ça devrait décomposer, c'est organique. J'ai mis du bioplastique. Il y a encore des morceaux de bioplastique qui subsistent à Ah oui. l'intérieur. C'est bien dégradé, donc j'ai l'impression que ça va finir de se décomposer rapidement. Ben, je veux dire Mais ceci à propos du compost, c'est qu'il faut le mélanger à un terreau si on veut, par exemple, le remettre dans la terre, disons, si on veut planter des fleurs. Donc, c'est une petite proportion, c'est comme 15 à 20. Donc, c'est effectivement là où on le dilue dans de la terre, plus terre à jardin ou peu importe. Et c'est comme ça que ça exactement. doit probablement continuer et finir de se dégrader plus naturellement. Oui. Et là, ce qui est très drôle, c'est qu'on décrit dans les vidéos et tout, on dit que c'est une machine silencieuse et qui consomme peu d'énergie. J'ai démarré la machine, j'avais l'impression que je démarrais un séchoir à cheveux et un moulin à café en même temps parce que ça grind, ça Ça malaxe, moue, ouais, ça ça fait quelque mouline. chose, ça mouline. C'est loin d'être Euh, silencieux, alors, si on et se fie à ton image. c'est Mhm. loin d'être silencieux, c'est plus bruyant que mon lave-vaisselle quand j'étais dans mon bureau. J'ai fermé la porte, c'était dans la Wow. cuisine, ça travaillait. Ça chauffe, ça fait une chaleur humide à l'arrière. Évidemment, il faut assécher cette matière-là. L'odeur ne m'a pas semblé désagréable. J'imagine que si là-dedans, on peut mettre de la viande et des trucs comme ça se peut que les odeurs soient intenses, surtout si on ne fait pas un cycle régulièrement. Ça se peut que ça fermente, que ça travaille, qu'il y ait du lixivia, du jus de poubelle dans son truc qui s'accumule. J'imagine que ça peut Wesh. créer des odeurs. Il Mhm. y a 2 filtres avec du charbon activé dedans. C'est assez bien pensé. C'est des granules qu'on verse dans des petits bacs. Donc, ça fait un peu de poussière. C'est un peu. Mais le sac des granules, on peut le mettre dans son lomi pour le composter. Et le bruit et la chaleur et l'humidité et une certaine odeur qui quand même subsiste, c'est assez étrange. C'est pas du tout silencieux, là. C'est un truc qui fait du bruit. Et là, je me demande, cette machine-là, combien ça coûte? Est-ce que c'est quelque chose qui révolutionne vraiment? Parce que ce qu'on voit, ce qu'on dit de cette machine-là, c'est que c'est une solution au bac à compost qui pue, qu'on a chez soi, des Ah sacs à oui. compost qui coulent quand on les emmène sur le bord de la rue. C'est une machine à 500 dollars américains. Donc, en Oh! partant, il faut rentabiliser cette machine-là. C'est une grosse machine qui prend beaucoup d'espace sur son comptoir. Donc, il faut avoir un endroit où le mettre. Moi aussi, j'avais l'idée de le mettre peut-être par terre, à côté de sa poubelle. On pourrait déposer ses déchets organiques là-dedans. Et si on a une collecte de compost, on peut toujours mettre ses déchets de table dans un sac, dans son frigo,
ou dans son congélateur. Certaines personnes mettent ça dans leur congélateur, ça ne sentira pas. Puis on va le mettre l'hiver au Québec, tu peux le mettre à l'extérieur dans un bac. C'est sûr que les animaux peuvent fouiller là-dedans si on ne fait pas attention, mais je me dis, si on a un peu de terrain, on peut mettre ça dans un seau, dans un coin de son terrain, brasser une fois de temps en temps. La machine, non seulement est 500 américains pour l'acheter, se la procurer, mais en plus, il faudrait pour ajouter les granules de charbon activés, on propose de mettre un additif pour stimuler le compost. On parle de 39 américains par 3 mois, simplement en matière pour entretenir sa machine. Ce n'est pas abusif. Ouais. Mais avant, ça ne nous coûtait rien. Moi, je mettais mes épluchures de patates, je les mettais une fois par semaine sur la collecte de compost. Ouais. Alors, j'essaie de voir. Il faut vraiment avoir envie d'avoir une grosse machine chez soi qui est bruyante, qu'il faut activer. Ça prend un cycle qui est quand même 5 à 6 heures. Je m'attendais à ce qu'il y ait une petite chute où on puisse rajouter quelque chose. Par exemple, on parle le midi, on rajoute des trucs, puis c'est vraiment un truc, c'est comme un lavage de vaisselle ou un lavage de linge. Il faut le partir pendant plusieurs heures. Et le mode le plus long, qui paraît-il, garde la matière organique la plus riche possible, prend 12 heures quand même. Ouf. Ah oui, quand 12 même. heures de bruit et tout. Puis je calcule même pas, je n'ai même pas osé regarder la consommation d'énergie. Il paraît que c'est quelques sous par jour. Mais encore une fois, ça ne coûtait rien avant de tout simplement mettre ça dans la collecte de compost ou dans sa cour arrière, dans un petit coin de terre. Donc, ce n'est pas idéal. C'est beaucoup d'énergie dépensée pour quelque chose qui peut se faire sans beaucoup d'énergie. En fait. Sans ça. Fait que je me demande vraiment quelle solution. Si ça avait été plus petit, si ça avait été parfaitement silencieux, si ça avait été pas cher, je me dis peut-être. Ouais. Mais là, je ne sais pas où je vais mettre ça chez nous. Là. C'est l'équation irrésolue du composteur maison. Effectivement, on n'a pas encore trouvé le bout de cette problématique-là. Parce qu'effectivement, il n'y a pas que seulement le Lomi, il y a d'autres marques qui existent aussi. Puis c'est tout le temps le même constat. C'est soit la machine est bruyante, soit elle ne sent pas bon. Ou, en tout cas, bref, idéalement, le compost, ça se fait à l'extérieur, puis ça se fait à l'abri des petits animaux et tout le reste. Donc, effectivement, c'est un combat. Évidemment, la meilleure solution, moins de déchets. Peu importe. Moins de déchets. Même les déchets de bouffe, quand on mange, à un moment donné, ne veut pas les pelures de patates, les trucs comme ça. Il y a beaucoup de gens qui vont nous dire on peut manger certains trucs. J'ai appris qu'on pouvait faire des muffins avec la pelure des bananes. Okay. C'est très comme la pelure des bananes est comestible. Mais à un moment donné, il va quand même rester des noyaux, il va rester des trucs qu'on veut mettre là-dedans. Fait que la Lomi, je ne crois pas que c'est une solution merveilleuse. Je me demande si ce n'est pas une fausse solution. Et puis, c'est vendu comme étant merveilleux, mais à l'usage, pas parfait. Je me questionne loin d'être sur parfait. la véritable utilité. Mais je suis content d'avoir essayé, mais je ne suis pas sûr que je vais savoir quoi faire avec par la suite. À suivre alors à ce moment-là, on verra bien. Écoute, pour ma part, je vais aller dans une toute autre direction. J'ai mis la main sur une nouvelle iPad Air, donc on va parler de tablette, qui est la nouveauté. Je ne sais pas si c'est la plus attrayante des 3 nouveautés qu'Apple a présentées le 8 mars dernier. Il y avait l'iPhone SE, il y avait le Mac Studio, qui est un super Mac à 5 000 $, mais qui s'adresse à une clientèle très spécifique. L'iPad Air, évidemment, c'est l'appareil, c'est la tablette de milieu de gamme entre l'iPad et l'iPad Pro. Et il a donc le format d'un iPad, écran de 9,7 pouces. Il a le design, disons, le boîtier d'un iPad Pro, donc l'espèce d'écran pas tout à fait mur à mur, mais presque, avec un boîtier métallisé et un déverrouillage par empreinte digitale, le fameux Touch ID qui se trouve sur le côté, sur la touche d'alimentation, contrairement à le Face ID des iPad Pro, quoique non, sur l'iPad de base, il y a encore le pouce à l'avant qui est encore le Touch ID. Dans ce cas-ci, on l'a mis. C'est comme un peu, parce que c'est arrivé dans cet ordre-là, le renouvellement chez Apple, c'est comme un iPad mini plus grand. Et il coûte, et c'est un peu le problème, 750 $. Donc, c'est un appareil qui, effectivement, n'est pas le moins cher, mais n'est pas non plus le plus cher. Et c'est ça l'affaire, c'est qu'il a une mécanique, il a le processeur, le fameux processeur M1 d'Apple qu'on retrouve dans les MacBooks de plus récente génération, ainsi que dans l'iPad Pro. Donc, on se dit, écoute, c'est un iPad Pro pour 250 $ de moins, puisque l'iPad Pro commence à 1 000 $. Et effectivement, ça se rapproche beaucoup en termes d'expérience. Le processeur est extrêmement rapide. Et il y a, à la limite, et là, c'est ce que j'ai hâte de voir, il doit y avoir des forums spécialisés de crack de produits Apple qui doivent se dire, écoute, un processeur M1 sur une tablette, c'est le même qu'un MacBook. Est-ce qu'on peut faire rouler macOS là-dessus? Parce qu'essentiellement, c'est ce qui serait, techniquement, on n'est pas loin de la fiche technique. Mais je ne suis pas allé jusque-là. Les autres nouveautés sur l'appareil, parce que, évidemment, c'est de saison, je dirais. Il y a une caméra frontale de 12 mégapixels qui permet de faire ce qu'Apple appelle son Center Stage, qui est justement la fonction de
de suivi, c'est-à-dire la caméra cadre sur votre binette, là, puis si vous vous déplacez, ben, elle vous suit. Si vous reculez ou s'il y a 2 personnes, tout d'un coup, elle élargit le cadre pour avoir justement à inclure tout le monde. Une fonction le fun, mais je veux dire, c'est pas, j'en ferai pas, c'est pas ce qu'on appelle en bon français un game changer. Ça ne va pas nécessairement révolutionner l'univers. Mais c'est le fun quand on l'a. Évidemment, ça, c'est 750 $, c'est la tablette. Donc, vous avez l'appareil comme tel. Et ça ne vient pas avec des accessoires qui en font un appareil plus polyvalent, disons. Parce que l'iPad Air, par rapport au iPad tout court, on le présente comme un appareil plus axé sur la productivité. Donc, c'est une espèce d'équilibre entre on s'en sert pour regarder de la vidéo, aller sur les réseaux sociaux, sur Internet, des choses comme ça. Et de l'autre côté, retoucher de la photo, faire même un petit peu d'édition vidéo, qui est à même produire des documents de bureautique. Et pour faire ça, évidemment, ça prend des accessoires. Et c'est un peu là où on se dit combien suis-je prêt à payer pour une tablette pour remplacer mon ordinateur personnel? Parce qu'éventuellement, ça revient à peu près au même prix. Là, ce qu'on a, comme l'appareil est très, très nouveau, les accessoires sont strictement ceux d'Apple qui sont pour l'instant compatibles. Et si on veut la tablette, le premier accessoire auquel on pense, c'est le Apple Pencil, qui est le stylet d'Apple, qui coûte, parce qu'on a droit à la 2e génération de l'appareil, 169 $. Donc, c'est un accessoire qui coûte un peu plus cher, mais il est le fun parce qu'il tient, il s'agrémente ou il accompagne bien l'iPad Air parce qu'évidemment, il s'accroche par magnétisme sur le côté, il se recharge, donc il est toujours prêt à l'utilisation et il permet de gribouiller, de faire plein de notes. Et il y a quand même un petit peu de progrès qui a été fait du côté de la reconnaissance de l'écriture manuscrite du côté d'Apple. Nous sommes au Québec et donc, évidemment, nous, on écrit en français de la façon très québécoise de le faire et ça, ce n'est pas toujours bien pris en charge. Par contre, ce qui est bien pris en charge, c'est qu'il existe des applications qui ne sont pas nécessairement celles du fabricant, donc qui sont d'à peu près tout le monde. Et ce que j'apprécie du iPad par rapport aux tablettes Samsung et à d'autres tablettes du côté des appareils Windows, c'est qu'on a vraiment on a tracé une ligne, on a dit, bon, les applications pour iPhone sont de ce côté-là, les applications pour iPad sont de ce côté-là, et pour iPad, on s'ajuste au fait qu'on a un grand écran, donc on a un petit peu plus optimisé le rendu, l'interface et tout le kit. Et les applications de prise de notes, il y en a des très bonnes. Je pense à une qui s'appelle Nebo, Nebo, qui fait de la transcription d'écriture manuscrite et qui le fait extrêmement bien en français québécois. Et avec mon écriture, moi, je suis gaucher, puis écoute, plus ça va, plus que j'écris mal, mais elle reconnaît très bien ma façon d'écrire qui est loin d'être parfaite. Donc, moi, ce que j'en déduis, c'est qu'elle reconnaît l'écriture de tout le monde au Québec. Mais elle fait un beau travail. Donc, pour les gens qui cherchent un appareil pour prendre des notes, je sais que tu es un fan puis tu préfères les tablettes e-ink, mais cet appareil-là, il s'en tire quand même plutôt bien de ce niveau-là. Donc, il y a une question de productivité là, qui, à mon avis, je peux cocher une case. Il y a d'autres accessoires aussi qui font une belle différence et j'avais hâte de l'essayer parce que je n'avais pas essayé encore. Cette espèce d'accessoire qui s'appelle le Magic Keyboard d'Apple. C'est un étui clavier. Donc, littéralement, c'est un drôle d'accessoire parce que c'est un étui qui sur lequel on glisse l'iPad et il s'accroche de façon magnétique sur l'arrière, évidemment, et à l'avant, quand on le déploie, là, on obtient comme une espèce d'ordinateur portable avec écran pratiquement amovible parce qu'il est articulé dans le milieu derrière. Donc, on peut vraiment ajuster l'écran pour avoir une position de travail assez intéressante. Il y a un clavier complet avec un pavé tactile parce qu'il y a maintenant un pointeur comme une souris, dans le fond, comme un curseur de souris sur les iPads. Donc, il y a ça là-dessus. Et le clavier est rétroéclairé, donc on peut s'en servir dans un contexte de faible luminosité et c'est quand même assez intéressant. Ce que ça signifie, c'est que le clavier, l'étui-clavier, même s'il a un connecteur physique sur l'iPad pour envoyer les formations de ce qu'on tape sur le clavier, l'étui comme tel doit être chargé de façon indépendante. Ça, c'est un peu bizarre parce que l'idéal, ce serait qu'on puisse le brancher, qu'on puisse en brancher juste un des deux et que ça recharge toute la patente, mais là, il faut brancher les deux pour avoir une pleine utilisation. Cela dit, l'autonomie du clavier est quand même assez longue. Là. On ne se casse pas la tête avec ça. On a plus tendance à devoir brancher son iPad plus que le reste. Ça, c'est l'autre affaire. En mode, bon, là, quand on le met en mode avec l'étui-clavier, qu'on le met en mode plus ordinateur personnel, l'écran, évidemment, tombe en mode paysage, donc à l'horizontale. Et là, on profite de l'effet stéréo des speakers, des haut-parleurs du iPad, et ça, c'est très bien. Malheureusement, les haut-parleurs du iPad Air ne sont pas aussi bons qu'on l'aurait espéré, surtout que depuis à peu près un an et demi, les nouveaux produits Apple ont tous des espèces de super systèmes de son de la mort. Pensons au MacBook Pro, par exemple. Donc, c'est un peu dommage qu'on ait négligé cet aspect-là. Surtout quand on fait des appels vidéo, des conversations vidéo, qu'on veut se tenir un peu plus en retrait de l'appareil. Le micro capte bien notre voix, il va quand même bien annuler le bruit de fond, mais à l'inverse, on risque de ne pas entendre de façon optimale ce que l'autre personne à l'autre bout va nous dire. Donc, ça peut être un peu agaçant. Au niveau de la lecture, de la vidéo, de la musique, tout ça, c'est pas non plus le meilleur, la qualité sonore la plus optimale. Ça prend toujours plus le fun avec un casque d'écoute parce qu'on a une meilleure définition, un meilleur spectre sonore, en tout cas. Donc, ça, c'est un peu une limite, mais l'affaire qui m'a peut-être un peu plus laissé, comment dirais-je, sur mon appétit,
c'est l'autonomie. Parce qu'évidemment, on annonce une autonomie d'une quinzaine d'heures, je pense entre 15 et 20 heures selon l'utilisation qu'on en fait. Puis, je me suis rendu compte que, contrairement au iPad Air de génération précédente, il y a même d'autres iPads que j'utilisais avant. Celui-là, j'ai besoin de le recharger à tous les soirs, alors que les autres, ce n'était pas le cas. Alors, je me suis questionné sur mes propres habitudes quotidiennes. Est-ce que je suis de plus en plus devant mon écran ou pas? Et je n'ai pas l'impression que ce soit ça le problème. Je pense qu'il y a vraiment un nouveau processeur très puissant qui consomme un peu plus d'énergie et qui demande peut-être d'être plus discriminatoire sur l'usage qu'on en fait parce qu'on en a pour une journée puis ce n'est pas un problème. Mais j'en avais plus pour une journée et demie, 2 jours avant où je n'avais pas à me soucier là, de dire je me lève demain matin et j'arrive. Est-ce que j'ai besoin de charger ma tablette avant de partir? Et là, ce matin, tu vois, c'est parce que je dois venir au studio. J'ai dû la charger cette nuit pour être sûr que j'allais avoir, ce qui n'était pas un embêtement que j'avais avant. Donc ça, j'étais un petit peu surpris. Le processeur M1 devait être très économe d'énergie. C'est un des avantages d'être performant en consommant peu d'énergie. Oui, il est plus puissant par beaucoup, mais j'ai l'impression qu'il consomme un peu plus que ce qui aurait été, par exemple, le processeur A15, je pense que c'est A15 Bionic, le plus récent du côté du iPhone. Donc, c'est certainement quelque chose qui demandait un certain compromis. Et là, on le sent, il y a une petite... on n'est pas tout à fait là où on aurait aimé être. Cela dit, évidemment, au niveau machine, au niveau mécanique, ça va super bien. L'appareil, il n'y a rien à dire. Les applications sont bien conçues. Le port USB-C qui équipe la tablette, qui n'est plus, évidemment, depuis quelques générations, là, un port Lightning, permet facilement de transférer les photos d'un appareil photo ou même du contenu d'appareil. Si vous branchez un iPhone, parce que des fois, on peut le faire sans fil, mais transférer avec un fil, ça va plus vite quand on a beaucoup de photos ou de vidéos. Et sur l'appareil, avec le stylet, avec un clavier ou même avec le doigt, parce que c'est évidemment très tactile, on peut utiliser des applications et celle qui me vient toujours en tête, le meilleur exemple, c'est iMovie qui existe. Il n'y a pas d'équivalent d'iMovie sur Windows ou sur Android. C'est une espèce de logiciel d'édition vidéo simple, grand public, qui n'est pas un Final Cut Pro, qui n'est pas un Adobe Premiere, qui n'est pas un truc comme ça, mais qui fait la job, entre guillemets, et qui est gratuit. Sauf que je pense qu'il y a même 10 dans le cas mais il est gratuit sur un Mac et on peut facilement transférer des vidéos et faire du montage facilement. Et ça se fait très bien sur iPad Air parce que c'est un beau format. C'est un appareil qui réagit rapidement. Il gère la vidéo tout à fait intuitivement. C'est un meilleur exemple d'utilisation qu'on peut faire de cet appareil-là en termes de productivité. C'est-à-dire qu'on fait de l'édition vidéo, puis ensuite, on en tire un fichier qui, tout pouf, tout d'un coup, on a une vidéo prête et on peut faire d'autres choses avec. Ça, j'ai trouvé ça très bien. Donc, et je pense que c'est un bel indicateur de la capacité mécanique de cet appareil-là. Donc, il faut s'en servir pour la peine parce que justement, il faut amortir le prix. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais le clavier, c'est quand même 400 $, le clavier Magic Keyboard. Il y en existe des moins chers, évidemment. Wow, attends un peu. 400 $. Oi, oi, oi! Oui, ben c'est ça. Fait qu'on finit qu'on paye au-dessus de 1 000 $ pour un appareil complet. C'est pas long, donc il faut vraiment avoir une bonne idée. Mais effectivement, si on paye le prix d'un portable, au moins, disons, on a l'équivalent d'un portable et en plus, on peut détacher l'écran et avoir une tablette. On s'entend, il y a des produits Lenovo, il y a des produits HP, il y a plein de produits qui font la même chose, mais c'est pas le même, à mon avis, ce n'est pas la même fluidité dans l'interface, je dirais comme ça. Parce qu'Apple, évidemment, a bien raffiné son logiciel iPadOS. Mais il faut effectivement. Cela dit, je regardais parce que comparer les produits similaires, les tablettes chez Samsung, les tablettes du côté Microsoft, de même format et d'à peu près de même capacité, c'est essentiellement le même prix. Oui, et même dans certains cas, c'est plus cher. Donc, il n'y a pas vraiment d'aubaine à faire. Donc, c'est vraiment un choix de dire, si je veux une tablette comme ça, est-ce que je vais m'en servir? Et si je vais m'en servir, quel est le meilleur environnement? Et honnêtement, l'environnement, on le dit tout le temps, les tablettes chez Apple sont très bien développées et c'est pas pour rien qu'ils dominent ce marché-là. C'est dur plein de fabricants. D'autres fabricants ont abandonné le marché parce qu'effectivement, c'était dur à côté. Et c'est le cas avec cet appareil-là qui devient tout d'un coup l'appareil de référence dans la famille iPad malgré le prix. Parce que c'est l'iPad Pro à un prix plus modique. Évidemment, on risque de voir un nouvel iPad Pro apparaître au fil des 3 prochains mois. Il va y avoir peut-être la nouvelle génération du processeur M1 qui pourrait s'appeler M2. Puis là, ce sera une autre conversation à avoir. Mais entre-temps, si vous magasinez une tablette, je vous dirais, elle coûte cher, mais par expérience, les produits, les iPads, en tout cas, durent plus longtemps que ce qu'on penserait. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser seulement 4-5 ans. Souvent, vous savez, on achète une tablette pour les enfants à l'entrée, que ce soit au primaire ou au secondaire, puis on ne sait pas quand on va avoir à la remplacer, mais chez moi, j'en ai acheté une, puis elle a servi pour 2 enfants. Donc, j'imagine qu'on est quand même capable de s'en tirer avec, de l'amortir dans le temps d'une façon qui rend le prix plus acceptable. Donc, c'est moins pire que ça en aura de ce côté-là. Donc, beau produit. Évidemment, on paye un petit peu plus cher, mais c'est ça la réalité en 2022. On paye plus cher pour tout. Donc, il faut en tenir compte. Puis, il y a toujours l'iPad tout court qui existe encore, qui est un petit peu moins cher. Alors, exact. Si vous voulez une tablette pour les enfants, pour occuper juste pour, oui, allez-y avec un iPad à 429, c'est sûr, c'est pas mal moins cher. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais il existe cette gamme-là. Et puis l'iPad mini, moi, personnellement, mon format préféré jusque-là, c'était l'iPad mini, mais il n'y a pas cette notion de productivité avec l'iPad mini.
que l'iPad Air. Donc, je pense qu'on répond à plusieurs besoins avec une gamme comme ça chez Apple et c'est correct. Effectivement, il faut y mettre le prix. Alors voilà, ça termine notre émission de cette semaine, mon cher ami Pascal. C'était chargé quand même. Beaucoup de choses. Merci Alain Exactement. McKenna. On va remercier Pascal. Microsoft, TELUS et Jura pour la machine à café E8. J'ai hâte de m'en faire un autre. GoDaddy, godaddy.ca pour un site web professionnel. C23 qui diffuse notre podcast. Bonjour à tous les auditeurs des stations du groupe Cogeco. Ça nous fait plaisir que vous soyez, que vous nous écoutiez. Fred Perron, la mise en onde. Alain McKenna, on peut te suivre dans Le Devoir. Moi, sur mon site pascalforget.com. N'hésitez pas à nous écrire, nous contacter, nous dire tout ce que vous voulez. Ça nous fait plaisir. Et j'ajouterai à ça, allez vous abonner à notre balado sur les plateformes Apple Music, Google Balado, Spotify, Deezer. C'est le meilleur moyen de recevoir le plus récent épisode de notre balado dans votre appareil mobile de votre choix, appareil audio de votre choix. On a aussi d'excellentes archives. Sinon, vous pouvez venir nous voir sur le site web du 98.5fm.ca dans la section balado. On est là aux côtés d'autres excellentes balados. Je pense à La Poche Bleue, je pense à Ça tient la route, entre autres. Sinon, nous, on prend une petite pause pour respirer. C'était quand même assez chargé. On vous revient la semaine prochaine avec une autre tasse de tech. On a hâte de vous revoir. Bonne semaine tout le monde. Bye bye. Bye bye.